Salutations. J'imagine que si tu es là, c'est parce que tu souhaites savoir la suite de la légende de l'Horizon Pourpre que je commençais à te raconter lors de la première partie. Si tu n'es pas au courant des faits relatés dans cette dernière, je t'invite à courir écouter l'épisode 1 car ce qui va suivre risque de te gâcher la surprise. En effet, pour les plus assidus d'entre vous, voici un petit résumé des aventures précédentes afin de se rafraîchir la mémoire. Le capitaine Friedrich Holter, voulant aborder le navire de légende, se retrouva abandonné par son équipage suite à une tentative d'attaque qui se solda en un cuisant échec. Laissé pour mort au milieu de l'eau, une corde tout droit lancée de l'Horizon Pourpre l'aida à se hisser sur le galion. Une fois à bord, le capitaine fouilla le navire, mais il était désert, sans équipage. Pour autant, il trouva dans la cale un immense trésor. Un trésor qui attisa sa cupidité. Friedrich Holter se rapprocha alors des richesses pour mieux en contempler la brillance. C'est ici que l'histoire reprend. Je t'invite donc à t'installer confortablement et te souhaite une belle découverte de la suite de la légende de l'Horizon Pourpre. Pauvre petite pièce, pauvre petit coffre, pauvre toute petite chose abandonnée qui n'ont pas eu le droit à l'amour que moi, je vous promets de vous porter. Il commença à tendre les mains pour s'emparer de ce qui lui semblait revenir de droit. Alors que ses doigts attrapèrent l'un des rubis posés négligemment sur un des coffres, il entendit une sorte de souffle, comme une respiration venant de derrière lui. Il sursauta en se retournant, mais il ne vit personne. Il haussa les épaules. Bon, ça doit être mon cœur, lui-même qui soupire face à une aubaine comme celle-ci, et moi qui deviens fou, parvenant à entendre ces palpitations qui m'entraînent à m'emparer de ce qui fera de moi l'empereur des océans d'ici peu, s'excita le capitaine. Alors qu'il se retourna de nouveau vers l'amas de richesses, il se stoppa net. Un nouveau rubis était posé à la place de celui qu'il venait de prendre. Le capitaine le regarda, bouche bée. Son regard passa du rubis dans ses mains au nouveau rubis posé sur le coffre devant lui. Avec son autre main, il s'en empara. Aussitôt, un nouveau rubis apparut sur le coffre. Abasourdi, le capitaine jeta l'un des rubis qu'il tenait dans une de ses mains pour se jeter sur le nouveau. Ce qui devait arriver arriva. Un rubis remplaça le précédent. Pris par une intuition, le capitaine se jeta sur tout ce qu'il avait à portée de main. Tout ce qu'il retirait de l'amas de richesse devant lui se faisait remplacer presque instantanément. La folie s'empara de Friedrich Holter. J'ai trouvé un trésor qui se régénère, une corne d'abondance. Moi, le capitaine Friedrich Holter, je suis le nouveau dieu de ses mers. Je suis un roi, un empereur, le maître de ses eaux, les eaux de ses maîtres. Cependant, alors qu'il semblait se baigner dans sa nouvelle fortune, le capitaine se rendit compte qu'il ne pourrait pas tout transporter avec la simple force de ses bras. Il s'écarta du trésor pour mieux l'observer. Soudain, il eut une idée. Mais bien sûr, si je ne peux pas tout transporter par moi-même, je peux très bien utiliser ce maudit navire. Je vais transporter mes nouvelles richesses vers mon île. Une fois là-bas, j'engagerai des crétins pour décharger le tout, et à moi les bénéfices de ce qui aura été au final l'abordage le plus aisé de ma carrière. Friedrich Holter remonta en toute hâte sur le pont. Il se dirigea vers la barre. Cependant, à l'instant même où il y posa ses mains, il sentit une vive brûlure qui parcourra sa paume jusqu'au bout de ses doigts. Dans un sursaut, il retira ses mains, puis les observa. Ses gants en cuir avaient brûlé. Peu soucieux de ce qui était pour lui dorénavant du détail, il retira ses gants et, en direction de la barre, comme pour s'adresser au navire tout entier, il déclama ceci. « Ô toi, navire dont j'ignore tout! Toi qui m'as sauvé de la bête qui allait me dévorer tantôt, toi qui m'as libéré d'un équipage crasseux et dont le seul au fait fut de parvenir un jour où ils étaient particulièrement en forme à pêcher une dorade de 3 pieds, bon. Toi qui me permets maintenant d'effleurer du bout des doigts mon rêve de toujours. Je t'en conjure, je te supplie, laisse-moi prendre le contrôle de ta coque, de tes voiles. Puisse-t-elle me guider vers une destinée qui m'attend, je le sais, depuis bien longtemps.
À ces mots, comme pour répondre au capitaine, les voiles de l'horizon pourpre se baissèrent violemment et se gonflèrent alors même que le navire semblait à contrevent. C'était comme si l'extraordinaire galion faisait fi du sens du vent et était porté par un souffle divin. Un souffle qui permit à Friedrich Scholter, après avoir repris la barre dans ses mains, de se diriger vers son cap. Et alors qu'il commença à naviguer, il croisa les sloops qui s'étaient écartés quelques heures plus tôt. Son regard croisa celui du pêcheur avec qui il avait échangé quelques mots fleuris. Ce dernier l'observa avec un air de stupéfaction. Friedrich lui hurla dessus. « T'as vu ça, face de cul? La prochaine fois que tu fais ton malin en t'adressant sans respect au grand Friedrich Scholter, je t'éparpille ton misérable corps à coups de boulet aux quatre coins de l'océan qu'on va te retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. » Friedrich éclata d'un rire gras. Puis se stoppa net. Une idée lui traversa l'esprit. Bon, et puis merde, on vit qu'une fois. Il dirigea l'un des canons de l'horizon pourpre vers la pauvre sloop et tira. Le mât du petit navire explosa en milliers de copeaux. Le pêcheur se jeta au sol en criant. Les cris du marin se mêlèrent aux rires du capitaine Holter qui reprit la barre et s'éloigna. Le navire semblait voler au-dessus de l'eau tant il n'était pas affecté par les vagues et les remous. Le soleil brillait et faisait luire de ses rayons les grandes voiles rouges de l'horizon pourpre. Au contrôle d'un pareil navire, Friedrich Scholter souriait, riait, et de ses yeux même commençaient à perler quelques larmes. Malheureusement, il changea rapidement d'expression lorsqu'il aperçut une immense ombre à la surface de l'eau, à tribord. Il se sépara de la barre du navire et se pencha pour mieux observer. Il crut deviner ce qui s'apparentait à un navire, une épave. Il se retourna alors, désintéressé. Encore un admirable imbécile qui s'est pris les récifs. Quand on ne sait pas naviguer, on ne navigue pas. Ce genre de choses ne pourrait pas m'arriver à moi, je suis au moins autant prévenant qu'observateur. C'est bien simple. La belle bande de couillons qui me servait d'équipage me disait parfois que j'avais l'œil du faucon et les oreilles du... Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que l'horizon pourpre fut pris d'une violente secousse. Quelque chose avait émergé de l'océan. Friedrich se retourna. Un immense galion de morts-vivants venait de surgir des abysses. Sa coque, monstrueusement arrachée de tous côtés, venait parfaire à l'horreur du tableau. À l'avant du navire se tenait une figure de proue, en forme de requin écorché, la gueule béante, prête à se jeter sur n'importe quel voyageur égaré. Le galion diabolique ne semblait pas craindre les vagues et les courants violents. Il fendait la mer, la rendant esclave face au sillage de la puissante coque squelettique. Enfin, phagocytant le vent, pour en vomir des airs impurs venant frapper les mortels qui se trouvaient là, le navire mort-vivant ne semblait destiné qu'à une chose, détruire toute vie. Le capitaine Friedrich Scholter se précipita à la barre et se mit à la manipuler pour tenter de fuir la menace qui se dressait face à lui. Investi d'une adrénaline puissante, il usa de toutes ses forces pour amorcer un demi-tour. Cependant, le navire squelette se rapprocha dangereusement et il ne lui fallait bientôt que quelques mètres à rattraper pour éperonner violemment l'horizon pourpre. C'est alors que Friedrich fut projeté en arrière. Il tomba lourdement sur le sol. Secoué, il se redressa et aperçut la barre du navire se diriger toute seule avec une vigueur extraordinaire. L'horizon pourpre semblait reprendre les choses en main. Tout le bateau semblait tout à coup exister. La coque grondait, les voiles sifflaient et les canons se tournèrent par eux-mêmes vers leur cible. Soudain, le sol trembla sous le corps de Friedrich Scholter. Un nouveau mât surgit de la coque du navire, plus grand encore que le premier. De nouvelles voiles y apparurent, plus resplendissantes encore que les précédentes. Et les deux galions se retrouvèrent rapidement bord à bord. Friedrich Scholter tourna la tête pour observer l'équipage de morts-vivants qui peuplait le galion adverse. Des squelettes infâmes lui souriaient, leurs mains d'ossements tenant fermement des sabres émoussés et des lances tordues. Soudain, le regard de Friedrich se stoppa net vers le capitaine squelette. Celui-ci était avachi sur sa barre, l'air fier et machiavélique. Il ouvrit grand sa bouche édentée et s'adressa à l'homme qui le regardait bouche bée. Alors, capitaine,
On veut s'approprier des richesses qui ne nous appartiennent pas? Investi d'une soudaine bravoure, Friedrich Scholter se releva, et de son aplomb habituel, il répondit violemment au squelette. Je sais pas ce que tu es, toi, je sais pas ce que tu me veux, mais je te garantis que si tu retournes pas dans le trou béant et puant qui te sert de niche, ce qui te reste de colonne vertébrale, je m'en fais un chausse-pied. Oh, mais je ne crois pas que tu sois en position de me menacer, petit être. Tu n'as aucun contrôle sur ce navire. Par ailleurs, toi qui aimes faire tien les richesses d'autrui, j'aimerais te présenter quelqu'un. Le squelette retira le tricorne posé négligemment sur son crâne. Il y plongea sa main et en retira un tout petit squelette. C'était celui d'un perroquet. Dis bonjour à ton ancien compagnon, Josiane. Oh nom de... Mais Josiane! S'écria Friedrich Scholter. Il se précipita vers le bord du navire et dégaina son tromblon avec dextérité. Il tira en direction du capitaine Squelette. La balle de plomb alla se nicher en plein milieu du crâne du mort-vivant qui tomba en arrière. Le squelette de Josiane s'envola péniblement grâce à ses ailes en os. Le perroquet alla se réfugier sur les épaules de son ancien maître qui accueilla la bête avec beaucoup d'émotion dans la voix. Oh ma Josiane, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu ressembles à rien comme ça? Bon, ils t'ont pas fait de mal, j'espère. T'en fais pas, on te retrouvera de belles plumes qu'on t'accrochera, on va se démerder. Les retrouvailles furent interrompues par un cri strident. Le capitaine Squelette s'était relevé, la balle de plomb encore plantée dans le crâne. Il tira son sabre de sa ceinture usée et hurla. « Tuez-moi cette vermine! Offrez-moi son cœur et dénoncez-moi son stupide oiseau !» Certains de l'équipage Squelette commencèrent à charger les canons, quand d'autres se saisirent de cordages pour aller aborder l'horizon pourpre. L'artillerie chargée, les squelettes allumèrent les mèches et on entendit de grosses détonations. Cependant, à l'instar de la tentative précédente de Friedrich Scholter et de son équipage, il n'y eut que de l'eau qui sortit des canons. De même, les cordages adverses se transformèrent en algues. Les squelettes plongèrent alors dans l'eau pour rejoindre les échelles du galion. Et alors qu'ils étaient tout proches d'être montés sur le navire, on ressentit une nouvelle puissante secousse. Les voiles se replièrent sur elles-mêmes, la barre tourna dans le vide et le bateau tout entier se souleva légèrement, puis se pencha. L'horizon pourpre s'apprêtait à plonger dans l'océan. Tout se déroula très rapidement. Pris de panique, Friedrich Scholter voulut se jeter hors du galion, quand le souvenir de l'immense trésor contenu dans la cale lui retraversa l'esprit. Il se stoppa net dans son élan, et l'hésitation lui fit perdre un temps précieux. Le navire avait déjà commencé son immersion. L'horizon pourpre s'engouffra dans l'océan avec violence. Le bateau mort-vivant le poursuivit alors, en plongeant à son tour. Les deux navires se retrouvèrent totalement sous l'eau. Puis, plus rien. Le silence. Friedrich Scholter ferma les yeux, essaya de retenir sa respiration aussi longtemps qu'il le put. Mais au bout de quelques minutes, il manqua d'air. Il se dit alors que son heure était sûrement venue, et pris d'une soudaine sagesse, il lâcha prise face à l'évidence et expira le dernier souffle qui lui restait. À sa grande surprise, il ne ressentit plus le besoin de respirer. C'était comme si son corps n'était plus dépendant de l'oxygène. Le capitaine prit un certain temps avant de réaliser ce qui lui arrivait. Puis, il ouvrit les yeux. Les paysages qui l'entouraient étaient grandioses. Les rayons du soleil qui traversaient la surface éclairaient paisiblement les grandes roches sous-marines, les faisant briller. Elles semblaient alors être constellées de pierres précieuses. Des poissons de toutes sortes et de toutes couleurs nageaient sereinement aux côtés des coraux qui semblaient danser avec grâce, portés par le rythme de courants légers. On pouvait également apercevoir des grottes, des cavités dans lesquelles s'échappaient d'étranges lueurs bleutées qui venaient alors se refléter sur la coque du navire immergé. Friedrich Scholter resta un moment immobile, contemplant alors l'extraordinaire tableau qui lui était offert. Soudain, son regard fut attiré par un bruit sourd. Le galion Squelette les suivait. Il entendit alors une voix grave et puissante qui résonna tout autour de lui. Ne crains rien. Ces eaux sont paisibles, car je veille à leur sérénité. Je suis le gardien de ces lieux, mais je peux être aussi le monstre gémissant, abattant son courroux sur les nuisibles venant perturber cet endroit.